Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une des fractures les plus sismiques du rap français récent, la rupture entre Booba, le parrain incontesté, et Damso, celui qui fut son plus brillant protégé. Une histoire qui commence comme un conte de fées, un talent brut, arraché à l'anonymat et propulsé vers les sommets, et qui s'achève dans l'amertume d'un conflit public. Et au cœur de notre discussion, en fait, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que cette séparation, c'est la simple histoire d'une trahison professionnelle, d'un manque de loyauté d'un artiste envers son mentor, ou alors est-ce que c'est le symptôme d'un choc bien plus profond, celui entre deux idéologies, la logique du clan, de l'allégeance absolue, face à l'aspiration d'un créateur à une souveraineté artistique totale? Je défendrai la position selon laquelle Booba, en tant qu'investisseuse et, disons, architecte de la carrière de Damso, était tout à fait en droit d'attendre une loyauté qui dépasse le simple cadre contractuel. Une loyauté qui est en fait la pierre angulaire de son empire. Et de mon côté, je soutiendrai que le départ de Damso n'est pas une trahison, non. C'est l'acte d'émancipation inévitable et nécessaire d'un artiste majeur qui refuse de sacrifier son intégrité sur l'autel des guerres de son producteur. Pour bien saisir toute la portée de l'investissement de Booba, il faut revenir à l'origine. On ne parle pas d'un artiste déjà établi consigne, on parle de Damso, qui, de son propre aveu, était sans domicile fixe, repéré via l'entourage de Shay. Booba, il ne lui donne pas juste un contrat, il lui donne une crédibilité instantanée. Le featuring sur Pinocchio, c'est un adoubement. C'est le sceau du roi qui dit « Voilà, celui-ci fait partie des miens, écoutez-le ». C'est un risque total, un pari sur un inconnu. Et quand on prend un tel risque, on n'attend pas seulement un retour financier, on atteint un retour en termes d'alignement. Le label 82i, ce n'est pas une simple maison de disques, c'est une forteresse. C'est un état d'esprit qui vit et survit grâce à une solidarité sans faille. Donc quand Damso choisit de collaborer avec Joe Star, un ennemi juré de Booba, ou qu'il décide seul de la date de sortie de Lithopédion, un album financé par le label, il ne brise pas seulement un contrat, il sape les fondations du pacte moral qui les lie. C'est un défi à l'autorité qu'il a créé. Alors moi, je vois cette histoire sous un angle radicalement différent. L'idée d'un pacte moral qui outrepasse le contrat, pour moi, c'est une construction. Damso, il a été d'une transparence totale. Il a répété en interview que son contrat portait sur 3 albums et se terminait à une date précise qu'il connaissait par cœur. Pour lui, c'était une mission, voilà. Un engagement professionnel avec un début et une fin. Une fois cette mission accomplie, il était libre. Son désir d'indépendance, il n'est pas né d'un caprice, mais d'une divergence artistique de fond. Il parle lui-même de vouloir fuir la surproduction, ce besoin constant de sortir des morceaux calibrés pour le succès. Et quand il exprime sa déception envers ses idoles, il faut lire entre les lignes. Il nous dit que la réalité du système Nolan 2 était bien plus contraignante et formatée que l'image publique ne le laissait voir. La réaction épidermique de Booba à son départ, ça ne trahit pas la déception d'un mentor. Ça trahit la frustration d'un suzerain qui voit son vassal le plus talentueux déclarer son indépendance. Ce n'est pas une trahison, c'est une révolution personnelle. Oui, mais cette vision purement contractuelle, elle est terriblement réductrice. Elle ignore complètement l'écosystème du rap. Le 82i a été bâti sur une image de force, de cohésion. Quand Booba est en guerre, tout le label est en guerre. C'est ça qui fait sa puissance. En refusant de prendre parti, en se déclarant neutre, Damso ne fait pas preuve de sagesse, il fait preuve de faiblesse aux yeux de ce système. Pire, il crée une brèche. Le cas de Joe Star est symptomatique. On ne peut pas d'un côté bénéficier de la lumière et de la protection du 82i et de l'autre fricoter avec ceux qui cherchent à le détruire. C'est une question de principe. Attends, là on touche au cœur du problème. Tu parles de loyauté, mais ce que tu décris c'est de l'allégeance. Une allégeance aveugle. Damso a été recruté pour sa plume, pour son univers unique, pas pour devenir un fantassin dans les guerres d'ego de Booba. Sa justification d'ailleurs est pleine de bon sens. Pourquoi irait-il insulter des gens dans des conflits dont il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants ? Exiger ça, c'est nier son individualité. C'est le réduire à une simple extension de la volonté de son producteur. C'est une vision quasi féodale du business, quoi. Féodal ? Non, stratégique. Dans un milieu aussi compétitif, l'unité est une arme. Si chaque artiste du label décide de suivre sa propre diplomatie, la forteresse s'écroule. Booba n'a fait que demander le même niveau d'engagement qu'il s'impose à lui-même. Mais ce modèle est-il soutenable ? Regardons les faits. Le cas Damso n'est pas isolé.
Prenons Kalash, un autre artiste très proche de Booba, qui a lui aussi été écarté de manière brutale après avoir affiché son indépendance. On voit se dessiner un schéma. Booba est un révélateur de talent exceptionnel, mais il semble avoir du mal à accepter que ses protégés deviennent des puissances à part entière, avec leur propre volonté, leurs propres alliances. Je ne suis pas d'accord pour dire que c'est un schéma. Le cas de Kalash est très différent. Il y avait des tensions internes liées à la production, au réalisateur Chris Macari. C'était une dynamique bien plus complexe qu'une simple question de loyauté. Avec Damso, le conflit est idéologique. Il porte sur la définition même de la relation artiste-producteur. Et ça nous amène à la direction artistique. Le rôle d'un producteur, ce n'est pas juste de signer un chèque, c'est d'apporter une vision, une expérience. L'exemple du morceau « Silence » avec Angèle est flagrant. Ah, le fameux morceau trop court. Exactement. On a là un tube en puissance, une collaboration évidente avec une artiste en pleine explosion, un potentiel commercial monstrueux qui pouvait porter l'album encore plus haut. Et Damso livre un morceau d'1 minute 50, inutilisable pour les radios. Suggérer de l'allonger, de lui donner une structure plus classique, ce n'est pas du formatage castrateur, c'est du conseil stratégique de base. C'est assurer la rentabilité d'un projet dans lequel des centaines de milliers d'euros ont été investis. En ignorant ce conseil, Damso ne fait pas qu'un choix artistique, il fait un choix économique qui pénalise son propre label. C'est une forme d'ingratitude. Mais rentabilité et viabilité commerciale, selon quels critères? Ceux des programmateurs radio de 2010? Toute la carrière de Damso, et surtout son succès phénoménal après son départ, prouvent que son instinct était le bon. Il a bâti un empire en dehors des circuits traditionnels. Son public ne lui demande pas des tubes formatés, il lui demande de l'audace, de la complexité. Le succès écrasant d'albums comme Ipséité ou Kia et la Elf montre bien que ce soi-disant conseil stratégique était peut-être tout simplement obsolète pour un artiste de sa nature. Il a prouvé qu'on pouvait vendre des millions d'albums sans suivre la vieille recette. Son succès, c'est la plus grande réfutation de cet argument. Il a réussi après, c'est un fait, mais il n'aurait jamais eu la plateforme pour le faire sans l'investissement initial. Et c'est là que le timing de son départ est, pour moi, la pièce maîtresse du dossier. Il ne part pas après un échec ou au début de sa carrière. Il part après 3 albums à succès, au moment précis où il atteint son apogée commercial, où la machine 9-2i a fait de lui une superstar. C'est au moment où l'investissement de Booba allait enfin rapporter les dividendes les plus importants qu'il décide de prendre l'apport pour tout garder pour lui. Comment ne pas y voir une stratégie opportuniste ? Utiliser la puissance de feu du label pour se construire une rampe de lancement. Je n'appelle pas ça de l'opportunisme, j'appelle ça honorer un contrat. L'accord portait sur 3 albums. Il a livré 3 albums. Point final. Cette idée qu'il serait redevable à vie, c'est précisément la mentalité féodale que je dénonçais. Un artiste n'appartient pas à son label. Et soyons clairs, le label 92i a gagné énormément d'argent et de prestige avec les 3 albums de Damso. Ce fut une collaboration extraordinairement fructueuse pour les 2 parties. La fin d'un contrat, ce n'est pas un drame, c'est la conclusion normale d'un cycle d'affaires. Le drame naît de l'incapacité de Booba à accepter la liberté de l'autre, à accepter qu'un artiste qu'il a façonné puisse exister et même prospérer sans lui. Damso n'a pas abandonné le navire en pleine tempête. Il est descendu au port à la destination qui était prévue sur le billet depuis le premier jour. Descendu au port avec tout le trésor à bord, la perte pour le label n'était pas seulement financière, elle était symbolique. C'était la perte de son joyau, de l'artiste qui devait incarner le futur du 902i. Ça a durablement affecté l'image et l'attractivité du label. C'est aussi ça la trahison, affaiblir l'entité qui t'a nourri. Ou peut-être que ça a simplement révélé la nature du deal. Booba a signé un poète en espérant en faire un soldat. Il l'a décrit lui-même comme un gentil, un pacifiste. L'incompatibilité, elle était inscrite dans leur ADN respectif. On ne peut pas reprocher à un loup solitaire de ne pas vouloir vivre en meute pour toujours. Au final, Damso est resté fidèle à sa nature profonde. Et c'est peut-être ça que Booba, l'homme qui a bâti sa carrière sur l'authenticité, ne lui a jamais pardonné. En résumé, de mon point de vue, celui de l'investisseuse qui a tout misé sur un talent inconnu, les actions de Damso s'apparentent à une rupture d'alliance. En défiant l'autorité sur des choix stratégiques, en s'affichant avec des adversaires et surtout en choisissant de partir au sommet de sa gloire, il a renié la structure qui l'a fait passer de l'ombre à la lumière. C'est une décision qui, au-delà du droit des contrats, pose la question de la reconnaissance et du respect dans ce milieu. Pour ma part, je conclus que pour un artiste aussi singulier que Damso, l'indépendance n'était pas une option, mais une question de survie créative. Il a respecté son engagement professionnel à la lettre et a simplement refusé de prolonger un pacte qui l'aurait obligé à renier sa personnalité et sa vision artistique.
Sa rupture avec Booba n'est pas un acte d'ingratitude, mais le prix inévitable de la liberté pour un créateur de ce calibre. Ce conflit illustre donc bien plus qu'une simple querelle. C'est le choc entre deux philosophies du succès dans le rap remue. Le modèle de l'empire hiérarchisé, basé sur une loyauté de clan quasi militaire, et celui de l'artiste souverain dont la seule allégeance va à son œuvre. Exactement. Deux visions qui ont cohabité un temps avant que leur collision ne devienne inévitable. Et l'histoire fascinante de leur relation, telle qu'elle est documentée, offre encore de nombreuses pistes pour comprendre les tensions qui animent la musique aujourd'hui.